Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Carrefour. Et merci de rester fidèle à nos rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie rénale ou néphropathie. C'est une maladie d'évolution progressive, longtemps silencieuse, allant jusqu'à l'altération totale de la fonction rénale. C'est alors qu'on parle de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale touche de plus en plus de personnes parce qu'il y a peu de symptômes. Elle est le plus souvent diagnostiquée à un stade tardif, un stade terminal, nécessitant un traitement de suppléance par dialyse ou une transplantation rénale. Pour bien comprendre en quoi consiste cette technique, nous allons, au cours de cette émission, découvrir comment fonctionne le rein. Mais avant tout cela, je vais vous présenter mes invités sur le plateau. Nous avons donc sur ce plateau le docteur Claire Asambo Kiele, médecin néphrologue, praticienne au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. C'est elle qui a ouvert le service de néphrologie du CHU de Brazzaville en 1989. N'est-ce pas, docteur? Très bien ça. Et j'ai à ma gauche le docteur Ulrich Judicaël Biez, médecin anesthésiste, réanimateur. Il a un DU en technique d'épuration extra-rénale. Il évolue au service de réanimation polyvalente au CHU de Brazzaville. Ma première question s'adresse au docteur Asambo, honneur aux dames. Est-ce que vous pouvez nous situer anatomiquement le rein? Le rein, c'est un organe. On peut dire qu'il y a deux reins. Ils sont situés à ce niveau. Hein? Ici, nous appelons les fosses lombaires. Tout juste au niveau de la ceinture, là où les hommes ou les femmes attachent leur ceinture. Entre la dernière côte, la 12e côte, et l'os du bassin. Le rein est derrière les organes du ventre, en rétro-péritonéal. Hein, donc séparé des organes qui se trouvent dans le ventre et plaqués au dos. Docteur, quel est le véritable rôle du rein dans l'organisme humain? Pour parler simplement, le rein, c'est un filtre. Le rein est chargé d'épurer l'organisme de substances normales et qui, à des taux élevés, deviennent toxiques. Hein, donc le rein est chargé d'épurer des substances toxiques pour l'organisme. Docteur, qu'est-ce qu'un néphrologue? Un néphrologue, c'est le médecin qui s'occupe des maladies du rein. Hein, donc, on aurait pu d'abord dire qu'est-ce que la néphrologie. La néphrologie, c'est donc la science qui étudie les maladies du rein. Le terme néphrologie vient de la structure du rein. Et dans la structure du rein, il y a une petite unité qu'on appelle le néphron. Et c'est ce néphron qui assure toute l'activité du rein. Et c'est à cause de ça, on appelle toute la science qui s'occupe de cette unité d'activité du rein la néphrologie. Et le néphrologue, c'est donc le médecin qui s'occupe de toutes les pathologies qui atteignent ce néphron. Et par récurrent, le rein en lui-même, puisque le rein est constitué d'au moins 1 million à 1,5 million de ces néphrons. Docteur, je reste encore avec vous. Vous recevez un patient et vous dit docteur, j'ai mal au rein. Donc, vous désigne cette partie-là. Comment vous réagissez-vous, médecin? Oui, effectivement, il y a dans le langage courant cette confusion entre les maladies du rein, proprement dites, l'organe qui fabrique les urines, qui excrète les déchets, les produits toxiques pour l'organisme, et le rein armature osseuse. La différence entre le rein organe et le rein armature osseuse, et nous faisons cette différence. Quand on pose la question au malade,
où est-ce que vous avez mal, il peut montrer, et quand il touche la colonne vertébrale, et nous savons que ça, c'est donc les maladies liées soit au rhumatisme, soit donc des maladies osseuses. C'est très rare que les maladies du rein, proprement dit, fassent mal. Il n'y a que deux sortes de maladies qui peuvent faire mal, les maladies du rein organe, c'est-à-dire les calculs, les lithiases, hein, les pierres dans le rein, et puis l'infection urinaire. Mais sinon, comme vous avez bien dit à l'introduction, les maladies du rein évoluent silencieusement. Quand on commence à sentir que le malade est atteint d'une maladie du rein, c'est pratiquement déjà au stade terminal. Sinon, comme vous et moi ici rassemblés, chacun de nous peut peut-être déjà être atteint d'une maladie de rein, et tant que c'est à un niveau que nous appelons infraclinique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être déterminé, on passe, on court sans rien savoir. Et à partir du moment où vous commencez à le sentir, où on vous parle des maladies de rein, c'est déjà assez avancé. Et comment se manifeste toute altération de la fonction rénale? Vous avez des signes cliniques Comme je vous l'ai dit, au stade infraclinique, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore de manifestation, il n'y a que le médecin, par sa sagacité, par son savoir-faire, qui peut déterminer ou chercher la maladie du rein. Et ce n'est qu'après, quand c'est un peu tardif, que certains signes peuvent apparaître. Et ce que je demanderais, et je dis, que ce soit à la population, que ce soit à mes confrères ou à des jeunes médecins, c'est que devant tout signe clinique du corps humain, on doit chercher la maladie du rein, du cheveu à l'ongle, de la tête aux pieds. Tout ce qui atteint l'organisme peut retentir sur le rein. Principalement, si on veut parler des maladies de rein, on peut voir peut-être les édèmes quand le corps commence à gonfler, c'est-à-dire les jambes gonflent. On peut parler aussi de maladies du rein, et surtout quand, par exemple, vous urinez du sang. Quand vous urinez du sang, en principe, il ne peut pas y avoir du sang dans les urines, sauf chez les femmes, et quand il y a, par exemple, le mélange des menstrues avec les urines. Mais sinon, toute apparition du sang dans les urines, il faut penser à une maladie du rein. En dehors des règles, comme j'ai dit, chez la femme, ou bien en dehors des cancers du col chez la femme, où il peut y avoir un mélange, dans ce cas, des urines et du saignement. Donc, en dehors de ces cas-là, toute apparition du sang dans les urines, il faut penser à maladie du rein. Et au stade plus avancé, la raréfaction des urines, c'est-à-dire quand une personne qui urine normalement, sans difficulté, sans douleur et tout, n'arrive plus à remplir même les 250 millilitres de la bouteille d'eau maillot. Hein, puisque les urines aussi, si on arrivait à les quantifier, on peut dire que l'homme urine 1 litre à 1 litre 5 par jour. On peut aller jusqu'à 2 litres quand on boit bien, quand on boit beaucoup. Mais quand vous commencez à voir les urines qui diminuent en quantité, il faut dire qu'il y a un problème au niveau des reins. Les urines ne font pas mal, les urines ne sont pas chaudes, c'est limpide. Et si les urines piquent et que c'est chaud, c'est très chaud, il faut dire qu'il y a certainement une infection au niveau du rein. Et les autres éléments, c'est biologique, c'est dans le sang. Pour découvrir la maladie du rein, c'est dans le sang. Hein, on va doser ce qu'on appelle la créatinine. Et c'est cette créatinine qui est donc notre marqueur de la fonction rénale, du fonctionnement du rein pour le médecin, pour le biologiste. Docteur, quelles sont les principales maladies chez nous qui ont comme conséquence une altération de la fonction rénale? Je vais peut-être vous citer quelques maladies,
Mais comme je vous ai dit, et je le répète, toute maladie du corps humain peuvent retentir sur le rein. Même si le malade se présente pour des démangeaisons, pour la fatigue, pour par exemple l'insomnie, ou bien l'énurésie, c'est-à-dire qui se lève la nuit pour uriner, c'est déjà des signes de la maladie du rein, ou si on veut de l'insuffisance rénale qu'il faut rechercher, déterminer les causes. Depuis, par exemple, notre exercice, la maladie principale qui, dans son évolution, peut atteindre le rein, nous avons le diabète. Le diabète, c'est la première cause de l'atteinte rénale chez nous et je peux dire même partout en Afrique. L'hypertension artérielle et en troisième lieu, on pouvait dire les maladies proprement dites du rein, mais depuis l'avènement du VIH-Sida, en troisième place, nous avons le VIH-Sida qui atteint donc le rein. Le rein, c'est une machine qui est comme un centre d'épuration de l'organisme. Tout ce que nous consommons doit être épuré par le rein. L'organe qui fait ce qu'on appelle le métabolisme de l'organisme, cet organe, c'est le foie. Mais celui qui épure, c'est le rein. Donc tout ce que nous avons est éliminé à travers le rein, qu'il s'agit de médicaments, qu'il s'agit de certains aliments. Donc le rein filtre le sang à une certaine quantité régulière, par minute, par heure, par mois et par jour. Et ce qui fait que cette quantité de sang, lorsqu'elle n'est plus filtrée normalement, le rein devient défaillant. Alors vous savez que la maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale, qu'on appelle la défaillance rénale, c'est une situation qui fait le plus souvent suite soit aux infections, mais également le plus souvent chez nous, la conséquence qu'on appelle des maladies non transmissibles. Et parmi ces maladies non transmissibles, il y a donc l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a certaines malformations qui peuvent exister, qui font que, ou certains toxiques que l'on peut prendre, qui font que le rein peut devenir défaillant, soit à titre aigu et transitoire, soit définitivement. Alors, il s'agit donc d'une préoccupation importante de santé publique parce que nous, au Congo, nous n'avons pas actuellement de moyens sûrs pour contrôler les maladies rénales. Quels sont les différents types d'insuffisance rénale? Nous avons deux types d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est ce qui va survenir à un instant donné. Par exemple, si j'ai eu un bilan hier et on me dit que ma créatinine était normale et que pour une raison ou une autre, j'ai pu faire un palu ou bien une fièvre ou bien j'ai pu être accidenté et qu'en refaisant le bilan, on dit que je suis en insuffisance rénale. C'est une insuffisance rénale aiguë puisque hier, ma fonction était normale. Et aujourd'hui, on me dit que je suis pour une maladie quelconque, que je suis en insuffisance rénale. Donc, c'est une insuffisance rénale aiguë. Et cette insuffisance rénale aiguë est censée guérir, c'est-à-dire en un temps, tout au plus un an. Au bout d'un an, toute insuffisance rénale découverte, déterminée pour cause et tout, doit guérir. Et ce n'est qu'à un an qu'on peut dire que si on refait le bilan qui est normal, qu'on peut dire que le malade a dû être atteint d'une insuffisance rénale aiguë. Et comme on a dit, sur le plan chronique, si au-delà d'un an et plus, cette insuffisance rénale persiste, et on peut commencer à parler d'insuffisance rénale chronique, hein, puisque par rapport à l'évolution, elle ne guérit pas, donc elle passe à la chronicité, et il faut commencer donc à étudier les modalités de prise en charge.
Mais que ça soit en insuffisance rénale aiguë ou en insuffisance rénale chronique, le médecin doit s'acharner pour arriver à la guérison, sinon à la stabilisation ou aux méthodes de prise en charge. Et ça, c'est donc sur le plan chronique. Et sur le plan, après, c'est sur le plan fonctionnel, clinique. On peut parler de l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire le rein lui-même n'est pas malade, mais ce sont les éléments au-dessus de lui, en amont, par exemple le cœur. Quand le cœur est malade, et vous savez que le rein ne fonctionne qu'avec du sang. Le rein, c'est un corpuscule d'organes, hein, nous appelons ça, je vous l'ai dit, le néphron qui est donc constitué uniquement des artères et des veines. Il n'est pas en relation avec le reste des organes du corps. Si le cœur est malade, vous comprenez bien que le rein va être malade, et c'est ce que nous appelons insuffisance rénale fonctionnelle. Et cette même insuffisance rénale fonctionnelle, nous l'appelons insuffisance pré-rénale, c'est-à-dire avant le rein. Avant le rein, donc liée à l'atteinte des éléments au-dessus du rein. Et après, nous arrivons à l'insuffisance rénale organique, et là, c'est le rein lui-même qui est atteint, c'est le parenchyme, les structures, les éléments de structure du rein qui sont atteints. Et après, nous arrivons à l'insuffisance rénale obstructive ou post-rénale. Et pour prendre un exemple plus concret, c'est le cas des hommes avec la prostate qui va bloquer donc les voies urinaires, et le rein, quelle que soit la maladie de la prostate, que ce soit cancer ou bien autres, qui vont donc obstruer les voies d'émission des urines, et le rein va commencer à souffrir en amont, et c'est ce que nous appelons l'insuffisance rénale post-rénale ou obstructive. D'accord. Maintenant, je vais revenir un peu sur l'insuffisance rénale aiguë. Aiguë, oui. Aiguë, quel est le traitement? Parce que ça, c'est accidentel, ça. Oui. Alors, quel est le traitement de l'insuffisance rénale aiguë? Vous avez employé un terme, enfin, peut-être parce que j'ai parlé de l'accident, mais l'insuffisance rénale aiguë n'est pas toujours accidentelle. Il peut être physiologique, normal. On peut parler, par exemple, de l'insuffisance en cas de septicémie, en cas d'hémorragie autre que l'accident, hémorragie interne et autres. Donc, ces cas peuvent être à l'origine de l'insuffisance rénale aiguë. Supposons en cours d'intervention, le malade a beaucoup saigné, on n'a pas pu rattraper, donc d'ajuster les pertes du sang par rapport à cette intervention. Donc le malade rentre en insuffisance rénale aiguë. Et cette insuffisance rénale aiguë, la première mesure, c'est traiter la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Par exemple, en cas d'hémorragie, il faut pallier à l'hémorragie, il faut apporter suffisamment du sang pour pouvoir arriver à la guérison. Et en cas d'infection, en cas de septicémie, il faut avoir recours aux antibiotiques pour couper l'infection. En cas de vomissement, par exemple, chez la femme enceinte, il y a des vomissements incoercibles, et donc la femme peut rentrer en insuffisance rénale, qui peut être au début fonctionnelle parce qu'on a perdu beaucoup d'eau qui n'a pas été remplacée. Et la première des choses, c'est donc apporter, et vous savez que dans les vomissements, il y a le sel qui est rejeté aussi, et il y a d'autres éléments, par exemple le sel, le potassium, donc il faut, et là intervient le réanimateur, il faut donc apporter tous ces éléments qui manquent. On peut dire qu'il y a insuffisance rénale, c'est parce que le rein est dépassé dans son fonctionnement. Sa première fonction qui est d'émettre les urines.
Et au cas où le rein est dépassé, il va falloir passer à la dialyse. Donc, que ça soit en insuffisance rénale aiguë ou en insuffisance rénale chronique, la prise en charge en dialyse peut intervenir à un moment ou à un autre selon la prescription du médecin. La transition est toute faite. Je me tourne vers le réanimateur. Comment on fait pour réanimer le rein? Docteur Assambo a bien expliqué que le rein, c'est un organe qui doit être, qui est appelé à être vascularisé, arrosé, perfusé en permanence. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà de veiller à ce que le volume sanguin, hein, c'est ce que nous appelons la volémie, reste normal, que le patient ne soit pas déshydraté. Donc, assurer une normovolémie pour garantir que le rein continue à être perfusé normalement. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais elle a aussi dit que le traitement étiologique était important. Il fallait tout de suite chercher à traiter la cause. Parce qu'on ne peut pas réanimer le rein si on n'a pas traité la cause de la dysfonction rénale. Hein? Également, une fois que le rein est malade, une fois que le rein ne fonctionne plus, mais on va assister à... déjà, les urines peuvent commencer à être très rares. Donc, soit le malade urine un peu, hein, le volume d'urine devient faible, soit que dans les formes plus graves, il n'y a plus d'urine du tout. Et dans ce cas-là, premièrement, il faut que le médecin se rassure que le patient a une volémie normale, c'est-à-dire la quantité de sang est normale, la quantité d'eau qui se trouve dans le sang également, le plasma est normal, qui donne une volémie efficace, ce qui garantit une perfusion normale des organes. Vérifier que cela est fait, et après, si une fois on est sûr que la volémie est efficace, que le rein continue à être perfusé, eh bien on va essayer d'utiliser des médicaments comme les diurétiques pour essayer de forcer le rein à pouvoir fabriquer encore l'urine. L'urine qui est indispensable, le docteur Assambo l'a dit, parce qu'il va véhiculer tous les déchets toxiques du métabolisme, ou bien tous les éléments, toutes les substances qui ont été produites par le métabolisme, qui ne sont pas des toxiques, mais qui, en quantité importante, peuvent nuire au fonctionnement normal de l'organisme. Donc on va essayer d'utiliser les diurétiques. Si avec ça, ça ne marche pas, eh bien on peut passer à la phase supérieure, qui est la phase de la dialyse. Si on met les diurétiques, on arrive à des doses, on augmente de façon graduelle les doses. Au bout de 2 jours, 3 jours, si on trouve qu'on n'a pas la réponse attendue, on n'a pas une réponse adaptée parce que l'urine ne vient pas, eh bien, on est obligé de passer très souvent à la dialyse. Alors, voilà ce que je peux dire pour comment faire pour réanimer le rein. Et c'est quoi la dialyse? Eh bien, c'est quoi la dialyse? Alors la dialyse, disons que c'est une méthode thérapeutique qui permet, si vous voulez, d'assurer la fonction d'épuration rénale, qui est la fonction de filtre ou bien de filtration, qui est la fonction essentielle du rein, Dr Assambo l'a dit. Donc, disons que c'est un traitement, si vous voulez, de remplacement. Hein. Les reins natifs n'arrivent plus à fonctionner, on va essayer de faire quelque chose pour permettre à continuer à épurer les déchets. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, pour faire la dialyse, on a besoin d'avoir du sang. On a besoin également d'avoir de l'eau pure, de l'eau traitée. Et on a besoin d'avoir une membrane entre le sang du malade et puis l'eau de dialyse. Et ce qui va se passer, la dialyse, c'est qu'il y aura des transferts entre les solutés contenus dans le sang, donc les déchets contenus dans le sang vont être transférés dans l'eau de dialyse, encore appelée dialysa, et puis certains éléments essentiels dont le corps a besoin et qui se trouvent dans le dialysa vont être migrés dans le sang du patient par un principe physique qu'on appelle la diffusion. La diffusion, comment est-ce que ça se passe tout ça? Eh bien, les éléments qui se trouvent en concentration plus élevée dans un compartiment vont se déplacer vers l'autre compartiment où la concentration est basse, c'est-à-dire selon le gradient de concentration, selon la différence de concentration se trouvant entre les deux milieux. Donc, c'est ça la dialyse, on a du sang, on a le dialysa, on a une membrane
qui est sélective, une membrane semi-perméable qui va laisser passer les déchets et qui va, du dialysat vers le sang, faire passer les éléments dont on a besoin. Voilà ce qu'on peut dire de ce qui est la dialyse. Vous avez dit tout à l'heure qu'en cas d'insuffisance rénale, qu'elle soit chronique ou aiguë, la dialyse est incontournable. Qu'en est-il au Congo? Alors, il faut dire que depuis un bon bout de temps, la dialyse n'existait pas ici chez nous. En Europe, ça dialyse depuis déjà un peu plus d'un demi-siècle. Disons que c'est une vieille pratique qui a évolué, qui a beaucoup évolué, qui a évolué parce que on a amélioré les conditions du traitement d'eau. Aujourd'hui, on a réussi à faire que l'eau de dialyse soit une eau pure et même ultra pure, ce qui a permis d'améliorer significativement la qualité de vie des patients. Parce que au tout début, quand on a commencé avec la dialyse, l'eau n'était pas tellement pure, elle était chargée en endotoxines, en bactéries, chargée en métaux lourds, hein, et donc on a vu que les patients développaient des complications très très graves à l'époque, et donc on mourait très vite, ne survivait pas beaucoup de leur insuffisance rénale chronique terminale. L'amélioration de la qualité de l'eau de dialyse a vraiment amélioré la survie du patient, mais également la qualité de vie de ces derniers. Alors, la dialyse a évolué parce que on n'a pas seulement amélioré les conditions de l'eau, la technique a également évolué et a permis de mettre au point des techniques nouvelles de dialyse. À l'époque, eh bien, on faisait que de l'hémodialyse conventionnelle qui utilisait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe de diffusion. Mais aujourd'hui, on a mis au point des techniques qui permettent d'utiliser également des techniques d'ultrafiltration, donc de convection. Donc il y a la diffusion et l'ultrafiltration et la convection qui permettent non seulement d'éliminer les petites molécules comme l'urée, la créatinine, l'acide urique, qui permettent également d'éliminer les moyennes molécules comme la bêta-2 microglobuline, comme des cytokines pro-inflammatoires, etc. Des méthodes comme l'hémodiafiltration ou l'hémofiltration. Donc, disons que la technique, la dialyse a beaucoup évolué aujourd'hui. Je me réjouis du fait qu'il y a eu une volonté politique qui a permis de comprendre que le problème de la dialyse est un réel problème. L'hypertension et le diabète, qui sont les deux pourvoyeuses principales de la maladie rénale chronique, sont en augmentation dans le monde, également dans notre pays, dans le Congo. Le Congo n'y échappe pas. Et donc, au fait, il était grand temps qu'il y ait une volonté politique qui s'exprime dans ce sens-là. Le chef de l'État a bien voulu construire un grand centre d'hémodialyse dans l'enceinte du CHU. Les travaux sont en cours. Les patients attendent beaucoup de ce centre-là. Je profite également de lancer un cri, de parler pour ces patients-là qui sont nombreux aujourd'hui et qui attendent ce centre. La dialyse, vous avez posé la question de savoir qu'en est-il de la dialyse au Congo. Eh bien, on peut dire que la dialyse est à un stade embryonnaire. On a quelques centres comme ça privés, un petit centre privé avec 2-3 machines, 2-3 générateurs de dialyse qui existent dans notre pays, à Pointe-Noire et à Brazzaville. Nous faisons que de l'hémodialyse conventionnelle. On travaille avec des machines qui ne sont pas capables de faire l'hémofiltration ou l'hémodiafiltration, qui ne font que de l'hémodialyse conventionnelle. Et puisque pour faire de l'hémofiltration ou de l'hémodiafiltration, il faut disposer de l'eau pure, de l'eau ultra pure. Hein? Donc il faut avoir des centres de traitement d'eau qui vous permettent d'avoir de l'eau ultra pure. Puisque dans cette technique-là, hémodiafiltration, hémofiltration, il y a toujours ce qu'on appelle une rétrofiltration. C'est-à-dire qu'une partie de l'eau de dialyse, du dialysat, se mélange toujours avec le sang du patient. Voilà, parce que c'est des méthodes qui imposent d'utiliser des filtres avec des mailles assez larges, donc qui permettent le passage de l'eau, de l'eau de dialyse dans le sang du patient, et d'où l'exigence que l'eau soit pure, sinon ultra pure,
pour pouvoir réaliser ces techniques-là. Qui, plusieurs études le démontrent, l'hémodiafiltration et l'hémofiltration ont permis d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et puis de les faire vivre le plus longtemps possible. Vous avez aujourd'hui en France des patients qui sont dialysés depuis 30 ans, depuis 40 ans. Hein? Mais c'est parce qu'on a essayé d'améliorer tout ça, le traitement de l'eau, des machines qui sont de plus en plus performantes, capables de nous permettre de faire de l'hémodiafiltration et de l'hémofiltration. Ce qu'il faut essayer de dire pour compléter le docteur Biez, c'est que je voulais sincèrement remercier le chef de l'État. Puisque depuis les années 70, le chef de l'État avait bien compris, le chef de l'État actuel, son Excellence. Oui, depuis les années 70, avec le docteur Kodia, on avait déjà essayé de monter un centre de dialyse. Et dès que je suis arrivé en 86 et en 89, à l'ouverture de services de néphrologie et à l'inauguration du CHU, il y avait bien une unité d'hémodialyse d'au moins 10 lits, 8 lits fonctionnels et 2 lits en supplément. Et on avait aussi déjà commencé la dialyse péritonéale et tout ça par la volonté du chef de l'État. Mais il y a eu la guerre et on n'a pas pu mettre en fonctionnement cette unité de dialyse. La dialyse, c'est un mode de traitement qui peut se faire de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. C'est quoi? On prend donc des tuyaux que l'on met au niveau donc du ventre d'un individu, parce qu'on sait que l'épuration à partir du ventre de l'individu peut faire qu'on peut lui injecter de l'eau et donc aider le rein à épurer les toxiques par le péritoine. Ce moyen, c'est un moyen ponctuel qui coûte réellement pas cher parce qu'un kit de dialyse péritonéale peut coûter entre 50 et 75 000 francs CFA. Et à partir de là, la dialyse péritonéale peut se faire même pendant 3 mois pour permettre aux patients d'échapper à la défaillance du rein et à partir de là de mourir. Ce mode de traitement, nous pouvons l'appliquer au Congo et selon la disponibilité de certains intrants au niveau du CHU de Brazzaville, on est en mesure de le faire. Ce moyen a des complications. Les complications, souvent, c'est l'infection. Parce qu'autour du ventre, quand on apporte des tuyaux, lorsque ces tuyaux ne sont pas bien entretenus, lorsque l'individu lui-même a sa peau qui est infectée, alors ça peut infecter le péritoine et entraîner parfois le décès des patients. Le deuxième moyen de dialyse, c'est donc la dialyse par le sang. C'est ce qu'on appelle hémodialyse. Hémodialyse, hémo, ça provient de sang. Et dialyse, c'est échange, ça veut dire qu'au niveau donc par le sang. Alors, cette technique, c'est une technique qui existe depuis plusieurs années, la technique d'hémodialyse, et qui permet donc d'épurer à la place de sang. C'est ce qu'on appelle donc le rein artificiel, entre guillemets. Donc d'aider à travers une machine à ce qu'un individu qui est condamné à une insuffisance rénale chronique, donc ce qu'on appelle une insuffisance rénale terminale, ou dans certains cas à une insuffisance rénale aiguë, de bénéficier de ce traitement. Et il est fait depuis longtemps dans plusieurs pays, y compris les pays africains. Et c'est un moyen que nous innovons au Congo, parce qu'il faut relever que dans le secteur privé, nous disposons déjà d'une structure de dialyse en privé pour dépanner les patients d'hémodialyse. Ça coûte cher, autour de 150 000 francs la séance de dialyse. Et vous savez que ce traitement de la séance de dialyse pour un patient chronique, c'est 3 à 4 séances par semaine. Et qu'au niveau de certaines autres cliniques comme à Pointe-Noire, à Netcare, la séance est autour de 300 000 francs. Alors, ce qui fait que s'il faut 4 séances par semaine ou 3, il faut près d'1 million de francs par semaine. Et c'est un traitement à vie. Tant qu'on n'a pas transplanté, c'est un traitement à vie. C'est la raison pour laquelle c'est un moyen important. Et que je voulais dire que si vous me demandez quel est le meilleur moyen pour protéger le rein, c'est la prévention. La prévention, c'est le principal moyen pour nous. Parce que vous comprenez que nous évacuons beaucoup de patients à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes sont actuellement à l'étranger, subissent donc des soins par la dialyse chronique. L'État est obligé de les accorder des bourses de survie et que cela impacte beaucoup sur le budget national. Nous ne pouvons rien et qu'ils sont à l'étranger, soit en RDC, ils vont se faire dialyser, soit au Mali, au Cameroun, où
en France, pour la plus grande majorité. Et à partir de là, pour éviter d'aller vers l'insuffisance rénale, il y a des moyens de prévention. Il s'agit des préventions qui intègrent ce qu'on appelle la prévention des maladies non transmissibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépister précocement l'hypertension artérielle. Parce que l'hypertension artérielle est une maladie qui abîme les vaisseaux sanguins, au même titre que le diabète. Et le diabète abîme encore plus les vaisseaux sanguins plus rapidement que l'hypertension artérielle. Ces deux principales maladies doivent être prévenues en les dépistant tôt, en assurant la prise en charge tôt de ces patients. Mais parfois, malgré la prise en charge, inévitablement, le patient peut évoluer vers la défaillance du rein. Donc, il est important qu'on intervienne en amont. Quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer à l'hypertension artérielle? Quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer au diabète? À partir de là, le diabète, c'est l'éducation. Vous savez, il y a deux types de diabète. Je ne vais pas revenir sur ce problème parce que c'est un concept qui est long. Il y a un diabète de type 1 sucré, qui est un diabète génétique, et un diabète de type 2, qui est un diabète qu'on acquiert. On acquiert comment? Par une alimentation disproportionnée. Lorsque les gens ont une alimentation disproportionnée, avec des facteurs qui prédisposent, ils peuvent développer ce type de diabète, qu'on appelle le diabète de type 2. Et que ce diabète interfère souvent avec les cas d'obésité, avec les cas de surcharge de graisse lipidique, de prise nocive d'alcool et de prise de trop de boissons sucrées, tout ce qui est alimentation sucrée avec des ketchup, des mayonnaises, tout cela, ça peut prédisposer à faire qu'on développe donc le diabète sucré. Et le diabète sucré évolue souvent vers une atteinte du rein, comme l'hypertension artérielle et comme des glomérulopathies qui sont des maladies qui peuvent être infectieuses ou non infectieuses, qui sont un peu compliquées à expliquer pour le commun des mortels. Tout cela peut évoluer vers la défaillance du rein. C'est la raison pour laquelle il faut intervenir dans la promotion de santé en poussant les gens à faire l'exercice physique, en poussant les gens à manger moins de sel, moins de graisse et en poussant les gens donc à consommer moins de tabac, à consommer moins d'alcool et à faire qu'ils aient une alimentation équilibrée et saine. Il s'agit autant de facteurs qui peuvent éviter d'aller vers l'hypertension artérielle, puis peuvent éviter d'aller vers le diabète. Et lorsque ces deux facteurs de risque principaux, l'hypertension et le diabète, existent, il faut les dépister tôt pour assurer une belle prise en charge et éviter d'aller vers cela. Question de l'internaute. Les séances de dialyse n'entraînent-elles pas des dysfonctionnements sexuels chez les patients? Docteur. La maladie rénale en elle-même, la maladie rénale avancée, au stade d'insuffisance rénale, oui, peut affecter la fonction sexuelle. C'est démontré. La maladie rénale, les causes également de la maladie rénale, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, des médicaments utilisés pour stabiliser ou pour contrôler ces maladies à l'origine de l'insuffisance rénale peuvent également interférer avec la fonction sexuelle. C'est pas tellement la dialyse. La dialyse aussi peut aussi contribuer, surtout quand elle n'est pas trop bien faite. Par exemple, quand l'eau n'est pas bien traitée, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'endotoxines qui vont passer chez le patient. Il y aura un syndrome inflammatoire important. Et ce syndrome inflammatoire peut également interférer avec la fonction sexuelle du patient. Justement, en parlant de cet élément, nous avons, peut-être parce que nous ne le recherchons pas très souvent, mais parmi les causes de l'insuffisance rénale, en rappel, je voulais parler des causes iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses. Comme les médicaments sont actuellement à la portée de tout le monde, alors que dans le temps, les médicaments ne se vendaient qu'en pharmacie, du fait qu'on trouve les médicaments que ça, dans les marchés, tout le monde, en cas de fièvre, en cas de maladie, de douleur quelconque, on court directement acheter son Doliprane ou bien autre médicament anti-inflammatoire sans savoir que c'est un élément toxique qui a une visée. Et quand le taux du médicament dépasse son objectif, ça devient donc toxique pour l'organe. Et vous savez que des organes, c'est le rein
qui doit tout excréter, qui doit tout éliminer. Et le médicament qui était pour soigner une maladie devient la cause de l'atteinte rénale et donc une maladie à part entière. Et donc, il faut surtout faire appel à la population de se méfier des médicaments. Un médicament ne peut être utilisé sur le conseil de votre médecin. On peut dire, oh, des maux de tête, est-ce que j'ai besoin de médecin? Mais non, mais quelle est la cause des maux de tête? Il se pourrait que ça soit l'insuffisance rénale. Et en cas d'insuffisance rénale, le rein ne peut plus excréter tous les médicaments comme il se devait. Et donc, ces médicaments restent dans l'organisme, deviennent toxiques. Donc, il faut attirer l'attention à la population de ce fait, et surtout de nos dames qui veulent blanchir, devenir comme des blanches. Je ne sais pas si c'est parce que les hommes n'aiment que les femmes blanches ou autres, ou bien je ne sais pas quel est l'élément. Et tous les médicaments qui vont faire brunir la femme. Et vous avez même de ces femmes qui, je ne sais pas quel produit qu'elles utilisent, vous pouvez même voir les veines tellement la peau a été décapée. Et si ces médicaments n'arrivent pas à un cancer quelconque, c'est sûr et certain que ça va arriver à l'insuffisance rénale par le biais de toxicité. Et vous savez que le mercure, c'est soit l'hydroquinone, soit tous ces éléments-là sont toxiques pour le rein, qu'il faut faire vraiment attention. Conseil aux dames, il faut bannir les produits. Ah oui, moi, à chaque fois quand je me trouve, mais il faut amener comme c'est un problème psychologique, il faut vraiment essayer de jouer là-dessus. Il y en a qui comprennent et il y a d'autres qui, arrivés à ce stade-là, ne peuvent plus reculer et continuent. Mais le tout, c'est de dire que, en tout cas, c'est mauvais pour l'organisme, que ça soit pour votre peau et plus tard pour les reins. Donc, si je comprends bien, le produit que vous frottez sur la main a un impact sur... La peau, c'est une voie, ah oui, une voie d'entrée, hein, que d'entrée ou de sortie. Ne fût-ce que vous essayez de mettre même de l'eau, peut-être par la chaleur, mais ça peut déchéter, mais il y a une quantité. Mais quand vous lavez, le bien-être et tout, c'est parce qu'il y a l'eau qui pénètre par les pores et tout et tout. Sur le plan traditionnel, il y a des médicaments que les tradithérapeutes ne peuvent faire entrer que des poudres ou bien autres ou des substances liquides, des crèmes par la peau. Hein. Même la crème que nous mettons, quand on la met, elle pénètre, elle va. Toutes les substances contenues vont dans l'organisme, que heureusement le rein peut excréter et que malheureusement, quand le rein est dépassé ou malade, ça reste dans l'organisme, ça devient toxique et l'organisme en fait une insuffisance rénale. Le rein est un organe vital, essentiel. Comment faire pour le préserver? Oui, alors moi je pense que Dr Assambo a tout dit, hein. Puisque toutes les maladies peuvent retentir sur le rein. Pour le grand public, si je dois ajouter un élément, c'est dire que l'hypertension et le diabète, hein, rien que ces deux maladies-là représentent à elles seules 40% des causes d'insuffisance rénale chronique terminale, hein, qui aboutissent à la dialyse. Donc déjà, un dépistage de l'hypertension, dépistage de diabète, hein, peut déjà nous permettre d'éviter la maladie rénale avancée. On dépiste à temps, on traite, hein, de manière correcte. Ce sont des maladies chroniques non transmissibles qui ont un traitement chronique, c'est-à-dire régulier, tous les jours et à vie. Si on peut déjà faire ça, on va réduire déjà de moitié l'incidence et la prévalence de la maladie rénale avancée. Ces deux pathologies-là. Si on ajoute encore l'automédication, elle a dit aussi, si on évite l'automédication,
Hein. On évite que quand on a mal à la tête, on a mal au dos, et qu'on aille soi-même à la pharmacie ou chez le vendeur de médicaments d'à côté pour aller acheter des anti-inflammatoires. Et si on évite déjà de faire comme ça, chaque fois qu'on a mal, on doit aller voir le médecin pour que ce soit lui et seulement lui qui puisse prescrire, je pense que on aura déjà reculé significativement la maladie rénale avancée. Les anti-inflammatoires deviennent de plus en plus importants comme cause de maladie rénale avancée chez nous. Hein, elle l'a dit, c'est vraiment un problème parce qu'il y a une automédication importante. Il y a également des tisanes, la prise de tisane. Nous prenons beaucoup de tisanes tout venant et beaucoup de ces tisanes-là peuvent également avoir des effets toxiques sur le rein. Donc nous devons quand même faire attention. Je ne suis pas contre toutes les tisanes, je ne suis pas contre la médecine naturelle, mais il faut vraiment faire attention et être sûr de celui qui vous prescrit ça. Hein, je suis rassuré que c'est vraiment un tradithérapeute qualifié. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent tradithérapeutes, mais qui ne sont pas qualifiés. Hein, qui peuvent vous prescrire des tisanes et qui sont très très toxiques pour le rein et puis à des quantités dangereuses pour l'organisme. Donc rien que ces 4 éléments-là, si on peut éviter ça, s'il y a un 5e, j'ajouterais par exemple la déshydratation. On doit éviter d'être déshydraté. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Même quand on n'a pas soif. Oui, mais la quantité, c'est bien déterminé. Dans la journée, nous avons bien besoin de 1 litre à 2 litres d'eau dans la journée. Donc, lutter contre la déshydratation. Même quand on n'a pas soif, on doit boire de l'eau. Non, mais attendez, il faut quand même l'organisme est fait de sorte que c'est vrai. Par exemple, nous tous, on travaille, c'est bien beau pendant qu'on... Et nous n'en prenons pas. Oui, Patrice, bien sûr, on peut peut-être. 60% de votre corps est constitué d'eau. Oui, c'est que de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut inciter les gens à boire de l'eau régulièrement. Il y a la quantité déterminée. On a 1 litre à 1 litre, 5 ou 2 litres d'eau. 2,5 litres par jour, c'est bien. Et c'est bien rythmé par le corps quand il en a besoin. Quand je vais sortir d'ici, je veux boire. Mais moi, je travaille régulièrement. Moi, je suis tel que pendant cette saison sèche, on n'a pas eu beaucoup soif. Et c'est ça qui va fabriquer. La conséquence, c'est la fabrication, la constitution de calculs. Puisqu'il n'y a pas assez d'eau et l'eau, les urines qui vont se former sont concentrées. Et dans cette concentration, les éléments aussi, et ça va faire des calculs. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Ah oui, il faut boire bien sa quantité pour bien éliminer, se débarrasser. Puisque je vous ai dit que c'est un véhicule.